Bonsoir à tous. Je suis heureuse de vous retrouver dans des circonstances très particulières, voire même étranges. Et j'espère bien sûr que vous allez bien ainsi que vos proches. Cette pandémie de coronavirus a changé nos habitudes, des choses étranges. Je retrouve, grâce aux technologies, une proximité avec des amis que je n'ai pas vus depuis longtemps et que je salue. Je veux ici remercier tous ceux qui ont contribué à cela. Et c'est toujours très difficile d'intervenir après Éric Jouffroy, mais je vais tenter la chose et je le salue. Donc, Moulay Mounir Kadiri m'a demandé d'évoquer pour vous le monde d'après la pandémie de coronavirus. C'est donc avec plaisir et humilité que je vais tenter de vous faire part de mes réflexions. Comme le confinement a été propice au recueillement, au ressourcement, mais aussi aux lectures, j'ai choisi donc de m'inspirer de deux personnalités que j'aime beaucoup et qui ont éclairé ma propre réflexion pour la première partie de mon intervention, la deuxième étant plus personnelle puisqu'elle touche à la voix soufie. Le premier, c'est Edgar Morin, qui a été cité tout à l'heure par Éric Jouffroy, compagnon de route parce qu'il vient à Fès très souvent au Festival des cultures soufis de Fès, et il est, comme vous le savez, le sociologue de la complexité. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que nous sommes face à une situation d'une extrême complexité. Et Gaël Giraud, le deuxième, qui est un économiste tout à fait atypique et que je suis depuis longtemps, car il a une vision humaine de l'économie, et le fait qu'il soit aussi prêtre jésuite n'est pas étranger, bien sûr, à sa vision de l'économie. Alors, dans un premier temps, il est nécessaire de faire le constat de ce qui nous arrive, puis d'ébaucher quelques solutions et surtout nous interroger sur ce que le mouvement soufi peut apporter au monde dans cette période singulière et comment et en quoi il peut accompagner les mutations. Alors le virus Covid, appelé Covid-19 par les scientifiques, qui a fait beaucoup de dégâts en vie humaine, mais pas seulement, a bouleversé notre quotidien. Le monde entier a été quasiment confiné suite à l'apparition de ce virus, du jamais vu. Cette pandémie éclaire pour moi, de manière immédiate et tragique, notre communauté de destin. En prendrons-nous enfin conscience? Cette communauté de destin existe bel et bien, mais la tendance est à se réfugier dans un égoïsme national ou religieux, même si nous avons vu émerger des solidarités, de nouvelles solidarités, ça a été évoqué par Mounir Kadiri, et si nous avons vu des soignants, des médecins aller au bout de leur démarche, au bout de leur profession, et même y mourir, là, il y a une forme d'égoïsme national ou religieux. Bien entendu, la solidarité nationale est essentielle, mais si on ne comprend pas qu'il faut une conscience commune du destin de l'humanité tout entière, qui, soit dit en passant, est l'essence même du soufisme, la crise que nous vivons se trouvera aggravée. Edgar Morin nous dit, dans un tweet de quelques mots dont il a le secret, je le cite, « La mondialisation est de l'interdépendance sans solidarité ». En fait, que nous dit-il? Vous, humains, vous vous êtes laissés entraîner dans un système où vous manquez de compassion les uns vis-à-vis des autres. Et de surcroît, vous détruisez ce que Dieu a remis entre vos mains, l'abondance de la nature, ces biens précieux que sont la biodiversité, l'eau et bien d'autres choses encore. Alors, si je peux me permettre, sans choquer, de paraphraser un verset coranique, je dirais, cette pandémie est un signe pour ceux doués d'intelligence. Malheur à nous si nous ne voulons pas l'entendre.
La pandémie de coronavirus place donc l'humanité face à un défi sans précédent. Les progrès fulgurants de la médecine ont permis d'éradiquer les grandes épidémies. L'efficacité des antibiotiques, des vaccins nous ont préservé de quantité de maladies, mais ce faisant, nous nous sommes tranquillement affranchis des lois de la nature, qui se rappellent à nous de manière violente, inattendue, et par conséquent, la fragilité du système nous explose à la figure. En matière économique, cette crise est unique. Contrairement au krach boursier de 29 et la crise des subprimes de 2008, elle touche d'abord en son cœur l'économie réelle. L'appareil productif est mis à l'arrêt, les avions sont cloués au sol sur les tarmacs, les chaînes de valeur mondiales ralentissent ou sont interrompues, le travail est en grève involontaire. Les syndicats n'y sont pour rien. La pandémie, donc, marque à l'évidence l'entrée dans une époque nouvelle, traversée de risques liés au réchauffement climatique et amplifiée par un capitalisme financiarisé qui nous rend extrêmement vulnérables. Alors, de quelle vulnérabilité parlons-nous? Le prêtre économiste Gaël Giraud observe que nous avons collectivement construit un système dans lequel certains aliments font 2 fois le tour de la planète avant d'arriver dans notre assiette. Pour maximiser le profit à court terme, ont été bâties des chaînes d'approvisionnement à flux tendu selon le principe du juste à temps. Il faut que ça arrive, juste à temps. Et nous observons qu'avec ce virus inconnu, combien tout cela est fragile. Un système dans lequel l'hôpital est sous-doté dans de nombreux pays, ce qui nous a valu ce confinement. Aujourd'hui, cette fragilité nous apparaît flagrante. Grâce aux efforts, bien évidemment surhumains, du personnel, des médecins, du personnel soignant, des scientifiques et des chercheurs, nous allons gagner la guerre contre le virus. Je pense que c'est certain. Tout le monde s'y met. Mais dans combien de temps? Là est la question. Cette pandémie nous contraint à comprendre d'une part qu'il n'y a pas de capitalisme viable sans un service public fort. Et d'autre part, que nous devons repenser de fond en comble notre manière de produire et de consommer. Elle invite aussi nos gouvernants à mieux réguler la sphère financière, car comme le disait Oscar Wilde, je le cite, le capitalisme exacerbé connaît le coût de chaque chose, mais la valeur de rien. Le capitalisme exacerbé connaît le coût, le prix de chaque chose, mais la valeur de rien. Il nous faut comprendre que réapprendre le fait que la véritable source de la valeur, ce sont nos relations humaines et notre environnement. Nous ne sommes pas des personnes isolées, reliées entre elles uniquement par un système de prix abstrait, mais des êtres de chair, en interdépendance avec d'autres. Voilà ce que nous avons à réapprendre. Cela s'est bien sûr illustré récemment, et Eric vient d'évoquer l'égoïsme comme aberration. Oui, l'égoïsme comme aberration, qui s'illustre dans la santé de chacun, parce que la santé de chacun nous concerne tous les autres. Car même les plus privilégiés ne peuvent se séparer totalement des plus modestes, ne fût-ce que pour se faire livrer à manger. Les immigrés qui ont joué un rôle majeur dans le fonctionnement du pays sont devenus visibles. Ils ont retrouvé de la dignité, car le regard posé sur eux est devenu différent. Oui, sans eux, les médecins à diplôme étranger, sous-payés, véritable variable d'ajustement du budget des hôpitaux, infirmières, soignants, des hôpitaux et des maisons de retraite, livreurs, balayeurs, caissières, tout se serait effondré, vraiment effondré, sans eux.
Il nous faudra ressortir de cette crise avec une exigence brûlante d'égalité et de non-discrimination. Il faudra dorénavant les payer à leur juste prix. Au niveau international, nous nous apercevons que les gouvernants écoutent plus volontiers le FMI, le Fonds monétaire international, que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Il faudra que ça change. La santé n'est là qu'un exemple. L'environnement, l'éducation, la culture, la biodiversité sont des biens communs mondiaux. Mais après tout, il y a peut-être un aspect positif dans cette crise. Il faut souhaiter que cette crise nous délivre du « je veux tout » tout de suite, de cet appétit jamais rassasié d'une consommation souvent inutile, mais aussi il nous faudra accepter de payer le prix raisonnable en investissement dans les biens communs pour nous préserver des prochaines catastrophes et aussi, bien évidemment, repenser notre rapport au monde et au vivant. Et ce qu'il est intéressant d'observer, ce sont nos capacités de changement qui se dévoilent. En un clin d'œil, nous nous sommes tous confinés, comme ça. Nous suivons les consignes des gestes barrières pour nous protéger, comme ça. Nous savons donc, désormais, que des modifications rapides, profondes et globales des comportements sont possibles. Alors, profitons-en pour participer à la construction d'un protectionnisme social, écologique et sanitaire raisonné et soutenable. En référence à l'encyclique Laudato Si du pape François, il nous faut espérer que cette pandémie sera l'occasion de réorienter nos vies et nos institutions vers une sobriété heureuse. Alors, mes amis, dans la deuxième partie, une question me taraude. Que pouvons-nous, nous musulmans, apporter dans ces circonstances? Un vaccin? Un traitement? Malheureusement, je ne pense pas. Pas grand-chose sur le plan technique ou scientifique, malgré de très beaux talents individuels. Le monde musulman a fait sa renaissance bien avant son Moyen-Âge. Nous avons certes apporté énormément au monde dans le passé, sur le plan des techniques, sur le plan de la philosophie, sur le plan des sciences, sur le plan des mathématiques, de l'astronomie, de la médecine. Les musées et les livres sont là pour en témoigner, mais aujourd'hui, pas grand-chose à vrai dire. Et ça me rend triste. Mais en réfléchissant bien, peut-être pas. Si nous cherchons bien, nous avons un trésor enfoui, encore inexploité, à offrir au monde. La spiritualité, le soufisme, qui est le cœur du cœur de l'islam et qui est un humanisme, qui est humanisme et amour de l'autre. Nous avons, mes chers amis, le goût des autres, du lien social, de la convivialité, qui s'exprime de manière réelle dans toutes nos rencontres. Nous faisons place à l'égalité entre les hommes et les femmes, au moins du point de vue ontologique, car en islam, Ève n'est pas pécheresse et Adam et Ève sont placés au même niveau. Dans le corpus soufi, nombreuses sont les femmes saintes qui ont instruit les hommes, Ibn Arabi dont nous venons de parler, et qui les ont guidés dans la voie spirituelle. Vous le savez tous. Aujourd'hui, il faut aller plus loin. Il nous faut penser l'égalité entre les hommes et les femmes dans le monde d'aujourd'hui. L'égalité, mes chers amis, est toujours un combat. Alors, le mouvement soufi doit prendre toute sa place à l'émancipation réelle des femmes. Nous avons vu encore pendant ce confinement imposé que trop de choses reposaient sur les femmes. La cuisine,
le ménage, l'éducation à travers l'école à distance. Les hommes ne prennent pas encore leur juste part. Il y a une prise de conscience à avoir sur ce sujet et nous pouvons y contribuer. Nous pouvons aussi apporter notre contribution auprès de la jeunesse pour une prise en compte d'une écologie soutenable pour la sauvegarde de la planète. Nous pouvons éduquer à l'économie sociale et solidaire et former à l'économie circulaire, cette économie qui évite autant que faire se peut les gaspillages. Cette pandémie nous invite à nous réinventer, à unir les confréries, car l'union, c'est la force, comme le dit Éric Geoffroy, dans une fusion sans confusion, mais réunir nos forces pour penser éducation par tous les canaux possibles, université du soufisme, école du soufisme, école à distance, programme pour la jeunesse. Il est de notre devoir de former nos enfants à une culture d'apaisement et de partage à travers des jeux qui sont à créer et des livres à diffuser pour contrebalancer les jeux violents et surtout leur apprendre la compassion, le respect, l'éthique, la tolérance, l'ouverture au dialogue afin d'en faire des vecteurs d'une culture de paix. Les soufis sont les rares dans le monde islamique à accorder une place importante à la culture, aux arts, à la création, aux idées aussi. Longue conquête historique de nos confréries et quasi forme de miracle dans un monde par ailleurs si brutal, si violent, nihiliste. Il faut tout faire pour que la culture reste notre bien commun. Pourquoi ? Parce que la culture est notre part d'humanité, ce qui fait l'homme au monde et qui est une source d'émerveillement pour chacun. Comme le dit Khalil Gibran, la beauté, c'est l'éternité se contemplant dans un miroir. Nos enfants ont besoin de beauté. Il nous faut maintenir vivaces ces cultures soufis qui sont l'expression d'un humanisme musulman. Bravo au Festival des cultures soufis de Fès, porté par Fawzi Sqali, souvent bien seul. La seule question, mes amis, c'est la volonté. Et là où il y en a une, nous savons tous que le chemin existe. Cette pandémie nous invite à construire la cité d'aujourd'hui et de demain et former à la citoyenneté. Nous ne pouvons pas être spectateurs en dehors du monde parce que nous vivons dans un monde où la citoyenneté prime sur l'identité. Ce qui nous contraint, c'est ce qui nous impose de participer de manière active aux mutations qui nous attendent. Alors, en héritage, en fidélité avec l'héritage mohammedien, tant dans la gouvernance de la cité que dans l'aspect spirituel, il faut rappeler que ceux qui cheminent dans la voie ont une responsabilité particulière, car pour eux, la véritable citoyenneté devrait s'incarner dans les actes citoyens de chaque jour et la véritable citoyenneté devrait prendre ses racines dans les profondeurs de l'être. Cette pandémie, qu'il faut appréhender comme un signe, nous dit aussi comment le monde moderne, le nouveau monde moderne à venir, humain et bienveillant, peut devenir marque de Dieu pour nous tous et nous faire réaliser, plus que de coutume, que l'existence n'a jamais cessé d'abriter sa présence suprême, sa présence sublime. Pourquoi nous devons davantage nous engager ? Parce que le soufisme d'hier et d'aujourd'hui est porteur de 3 expériences majeures. La première est que la foi se nourrit tant du dogme que d'une spiritualité vivante. La deuxième est que foi et raison ne s'opposent pas, mais s'éclairent l'une l'autre. La troisième est que cette spiritualité, pour être vivante, doit être vecteur de sens en fondant l'action bienveillante, j'ai bien dit, l'action.
À ce titre, le soufisme diffuse un islam libre, spirituel et responsable, qui doit pouvoir rayonner davantage et ne plus être confiné autour de quelques initiés. Le soufisme doit pouvoir dialoguer davantage avec les autres spiritualités parce que le partage de valeurs universelles, intangibles et communes permet l'enrichissement mutuel et cette ouverture à différentes visions du monde. Nous avons le devoir de nous engager dans la vie de la cité afin de transmettre la sagesse des maîtres soufis. Ces sagesses sont des viatiques pour construire un avenir respectueux pour l'humain et son environnement. Leur enseignement conserve toute sa pertinence et c'est un chemin pour transformer le monde. Alors, mes amis, je voudrais conclure en vous racontant une histoire. L'histoire du colibri que je tiens de Pierre Rabhi, homme exceptionnel à la tête d'une structure qui se mobilise pour la construction d'une société écologique et humaine. Alors le colibri est un animal minuscule, un petit oiseau minuscule. Et l'histoire nous dit que, je raconte, lors d'un gigantesque incendie en forêt, seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes d'eau avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, qui est un autre oiseau un peu plus fort, un peu plus grand, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Mais colibri, mais est-ce que tu es fou? Tu n'es pas fou. Ce n'est pas avec ces quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. » Et le colibri lui répondit « Je le sais, je le sais, je le sais, mais je fais ma part. » Alors, mes amis, pour construire un islam de notre temps, soyons cette minorité éveillée dont vient de parler Eric pour construire le monde d'après, comme le colibri. Je vous invite à faire votre part. Merci.